Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de Biotope TV. Au programme aujourd'hui, l'unité de méthanisation de Gramma fait débat, une découverte de l'association Negawatt et de son scénario 2017-2050 pour une transition énergétique réussie. Et nous ferons le point sur les démarches controversées et la dynamique des faucheurs volontaires du Lot. L'unité de méthanisation de Gramma dans le Lot divise. Véritable valorisation des ressources organiques pour les uns. Énorme problème de pollution des eaux et des sols suite au stockage des résidus pour les autres. Une méthanisation agricole, d'accord, mais l'épandage industriel fait débat. Tous souhaitent développer une action qui s'inscrit dans le cadre d'une politique actuelle d'indépendance énergétique, mais le gigantisme des installations fait polémique. Le point avec notre séquence Actu. Le principe est génial, effectivement. Capel a des problèmes de déchets. Ils ont essayé d'avoir une réflexion autour de cette problématique et ce qui les a amenés à se lancer vers la méthanisation, ce qui nous semble être à la base une bonne idée. La méthanisation, c'est un principe de digestion, c'est une dégradation de la matière organique accélérée qui va produire de la chaleur. Ça, c'est intéressant. En tout cas, du gaz que l'on va transformer en chaleur, en électricité. Effectivement, ça s'inscrit dans la politique actuelle de l'indépendance énergétique et tout ça semble intéressant. Mais nous avons des spécificités locales dont il faudrait tenir compte puisque le Lot ne semble vraiment pas adapté à ce type de pratique. Parce que c'est du COS, c'est parce qu'on risque d'avoir des déchets qui finissent dans les nappes phréatiques. Néanmoins, il y a quelques éléments qui nous dérangent dans ce projet, dans le sens où, bien sûr, le dimensionnement. C'est un projet qui va collecter des déchets sur plusieurs départements et tout rapatrier dans notre secteur, les traiter dans notre secteur, c'est-à-dire que ça ne va pas transformer ça en produit, ça reste du déchet, et ensuite ça va être répandu sur le COS local, un COS qui est fracturé et qui semble être mal adapté à ce type de pratique. Aujourd'hui, on est sur le COS avec les éleveurs de canards, avec un épandage de 25 000 tonnes de lisier de canard sur 1000 hectares, et ça pose des problèmes environnementaux. Et demain, vont être adjoints à ces 25 000 tonnes de lisier de canard pour être méthanisés les déchets d'abattoirs de la Quercinoise, les déchets d'abattoirs des abattoirs de Capel, Montauban, Brive, etc., qui aujourd'hui sont éliminés par l'équarrissage. Donc on va se retrouver avec un total de à peu près 45 000 tonnes dans un premier temps. Les analyses légales ne sont pas suffisantes. On s'aperçoit par exemple qu'avec l'hygiénisation, les clostridiums étaient persistants, c'est-à-dire qu'ils risquent de se développer et ceux-là ne seront pas recherchés. Et eux, comme moi, étaient gênés par rapport à ce point parce qu'eux n'ont pas l'obligation de l'imposer, mais ils savent pertinemment qu'il y aura ces problèmes-là. Donc on se retrouve face à une situation absurde où l'administration sait qu'il y a problème, mais elle n'a pas de directive. Donc elle ne pourra pas imposer à l'exploitant d'analyser ça. Donc effectivement, il y aura des analyses qui vont être mensuelles, mais on ne trouve que ce que l'on cherche. Les métaux lourds ne vont pas être recherchés, il y a énormément de choses qui ne vont pas être recherchées. Et comme ils l'ont dit, on ne peut pas tout analyser, ça c'est logique. Mais bon, ce que l'on connaît ou ce que l'on suspecte, ça il faut le rechercher. Et malheureusement, ça ne sera pas recherché. Bonjour, vous voulez une bouteille d'eau? Oui. C'est gratuit, hein? C'est une opération de sensibilisation sur les problèmes d'épandage de digestat liés à la méthanisation. Voilà. Bonjour. Tous les déchets médicamenteux, aucun déchet médicamenteux, enfin résidu de médicaments, ne sera recherché. On va avoir dans ce méthaniseur, en dehors des déchets d'abattoir, les bouts d'épuration de la Quercinoise, qui est une industrie agroalimentaire qui utilise des lessives extrêmement concentrées et puissantes. Tout ça, ça ne va pas être recherché. On fait des recherches basiques et basées sur l'autocontrôle. Donc c'est quand même dramatique parce que les services de l'État ont de moins en moins les moyens de contrôler et donc délèguent aux porteurs de projets, quels qu'ils soient et dans tous les domaines,
des contrôles, des autocontrôles qu'ils doivent conserver et montrer le jour où il y a un contrôle. Mais bon. Et vous de êtes là- donc contre ce projet de méthanisation? Non, 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 on est On n'est contre pas- l'épandage. On n'est Il faut pas contre la méthanisation, on est contre la Ouais, concentration ça des m'embête, épandages on travaille dans la méthanisation. sols. Mais c'est intéressant. on n'est pas contre la méthanisation. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que par rapport au traitement des digestats, il y a des solutions alternatives. C'est-à-dire que demain, l'unité de méthanisation peut tourner telle qu'elle est, même si ça nous paraît aberrant d'aller chercher des déchets à 150 km. Mais le digestat peut être utilisé autrement. En Bretagne, ils n'ont pas le droit d'épandre des digestats parce qu'ils sont déjà hyper pollués. Ils transforment, les méthaniseurs qui sont là-bas, ils transforment les digestats en granulés, mais il faut faire homologuer évidemment parce que du coup ce sont des engrais et non pas des déchets, à la différence. Donc ça a un coût, mais qu'ils commercialisent et qui sont répandus un peu partout en France. Donc il y a des possibilités. Et le jour où au méthaniseur, il va y avoir des analyses qui vont faire dire que le digestat n'est pas épandable, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose de ce digestat. Donc il y a des possibilités d'utiliser ou de détruire le digestat sans pour autant dire qu'il faut absolument aller l'épandre sur le COS. Oui, bon, c'est difficile, effectivement. Par contre, d'emblée, on ne se bat pas. On n'est pas contre, on n'est pas dans une lutte, on n'est pas dans une démarche guerrière. Et d'ailleurs, tous ces termes guerriers, nous les avons bannis dans nos communications. Ce que nous souhaitons faire, c'est faire évoluer ce projet vers quelque chose de plus positif. Où est-ce que l'on trouve l'énergie? C'est, je pense que les enjeux qui déterminent l'énergie, mais ce qui nous rassure, nous, c'est la réaction de la population, c'est les retours que nous avons et c'est aussi les soutiens financiers que nous avons pu obtenir dans notre démarche juridique. Je pense que c'est un problème de conscience. Tout simplement, on se sent concerné par ce département, on l'aime, comme même les producteurs de canards l'aiment aussi, mais d'une autre façon. Non, non, mais attendez, là c'est franchement, il me semble que c'est mes parents des 68 qui n'ont pas encore évolué. Mais franchement, c'est désagréable. Hein. Ça finit par être désagréable. C'est vraiment une génération à changer. C'est Quoi. votre point de vue. Ah mais ça c'est clair. L'énergie que nous trouvons, c'est en fait par le phénomène du groupe, par le phénomène des personnes et de l'interaction entre toutes les personnes motivées qui tournent autour de ce projet. Mais effectivement, on préférerait faire autre chose, aller ramasser des champignons. Et effectivement, c'est contre-productif. C'est désagréable de passer son temps à courir après soit des informations, après une reconnaissance, après des oreilles pour nous écouter. Mais la vocation, en tout cas pour ce qui est du collectif, c'est à l'origine, c'est de l'information, puisque nous nous sommes aperçus que personne n'était au courant, ou quasiment personne n'était au courant de ce projet qui, quand même, engage le département à long terme. Non, justement, parfois ils se trompent beaucoup les citoyens. Certains, ils ont besoin d'exister et donc ils se mettent en association pour alimenter des peurs, etc. Et franchement, pour avoir vécu de près un problème lié à une méthanisation, avoir eu des panneaux non à l'usine à gaz, etc. dans les champs de maïs, hein, je peux vous dire que là, franchement, on a des gens qui ont vraiment besoin de pouvoir revoir ce que c'est que la méthanisation et ne pas agiter les peurs uniquement pour le plaisir d'agiter les peurs. Pour moi, je suis effrayé de voir à quel point ceux qui partent de la meilleure intention du monde bloquent radicalement tout projet un peu cohérent. Au niveau scientifique, on a la chance d'avoir rencontré monsieur Kéméraire, qui est une personne qui est un enseignant-chercheur à l'ENSA de Toulouse. C'est un spécialiste du sol et effectivement, il va dans notre sens, dans le sens où il confirme qu'il est très aléatoire de dépendre ces digestats sur un sol karstique. C'est la spécificité de notre département. Personne ne regarde vraiment le problème parce qu'au niveau national, on est sur des théories où on fonctionne sur du hors-sol. Mais là, puisqu'il y a un épandage qui est derrière, il faut vraiment tenir compte du support.
Et lui va effectivement dans notre sens. Au niveau juridique, effectivement, nous avons entamé une procédure à l'encontre de ce projet. Mais ça, c'est pas le collectif, puisque nous ne sommes pas une entité juridique. C'est catastrophique. Mais pourquoi ? À un moment donné, la méthanisation agricole, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour lutter contre Mais oui, le nitrate. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour soutenir les agriculteurs, les éleveurs. Vous avez fait un recours sur le fond qui nous a permis de faire une demande en référé suspension de façon à bloquer le chantier parce que s'il démarre, ça risque d'être trop tard. Dans un premier temps, c'était le 10 juillet, nous avons été déboutés à Toulouse et nous venons de faire appel de ce jugement au Conseil d'État et nous venons de franchir la première étape qui était importante pour nous, c'est la phase d'admission. Et effectivement, ils ont décidé que nos arguments étaient pertinents, semble-t-il, et qu'ils méritaient une deuxième étude. Et donc, nous allons effectivement être rejugés en Conseil d'État. C'est une forme de communication, parce qu'il y a la communication journaux, on peut interpeller les gens dans différentes assemblées. Bon, là, ça a l'avantage d'avoir un contact qui est ni frontal, ni formel, ni désagréable. Donc ça permet de faire passer le message avec le sourire. Difficile de parler du futur. J'espère que l'on va pouvoir évoluer. Je pense que ça peut aller plus rapidement que ça. Mais il faut que l'État s'en occupe. Il faut qu'il y ait une réflexion. Nous avons rencontré Mme Huguette-Tiegna qui se lance dans une réflexion par rapport à l'épandage en sol karstique. Je pense que c'est par ce biais-là que l'on va pouvoir faire évoluer ce type de projet. Il faut qu'il y ait des garde-fous qui se mettent en place. L'idée d'avoir un territoire à énergie positive, c'est super, c'est bien. Par contre, vouloir être le premier, c'est peut-être, on va dire, c'est le mieux. Mais le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce que tu comprends ? L'idée d'aujourd'hui, c'était qu'il ne fallait pas oublier l'eau. Et le projet de Gramma illustre très bien cette idée-là. L'eau est une ressource primordiale. La préserver en amont, c'est-à-dire anticiper sur les problèmes, coûtera toujours moins que les résoudre plus tard. Aujourd'hui, il y a une volonté qui est générale de s'afficher comme un département, une région à énergie positive. Ça, c'est une bonne volonté, comme le projet de Gramma qui est une bonne volonté. Mais il illustre bien ce que j'explique, c'est-à-dire que sur le projet de Gramma, on est parti d'une bonne idée, mais on a peut-être bâclé des étapes intermédiaires. Non, on n'est pas des chevaliers blancs. On n'est pas là pour, faire le bonheur des gens malgré eux. Ce qui a initié tout ça, c'était l'information. Si les gens ne prennent pas l'information, si les gens s'en fichent, écoutez, les gens se débrouillent. Mais, en fait, il y a quand même eu une réaction, même si elle est petite, mais elle est suffisante pour nous laisser penser que nous sommes sur la bonne voie. On se veut un petit peu lanceur d'alerte, c'est cet esprit-là. C'est ce que j'allais dire. Et il faut qu'après les gens prennent l'information et se l'approprient. Nous sommes tous lotois, nous sommes tous responsables. Il faut reprendre notre responsabilité puisqu'on a l'impression que c'est l'État qui doit faire tout ça. L'État est en train de nous dire qu'il n'a pas les moyens d'assumer. C'est à nous de faire quelque chose. C'est lors des 7e rencontres des territoires à énergie positive à Figeac dans le Lot, les désormais célèbres journées TEPOS, que nous avons rencontré l'association Négawatt et notamment son président, Christian Couturier. Grâce à notre séquence bio-entrevue, vous saurez tout ou presque sur la démarche de la vingtaine d'experts impliqués dans un scénario Horizon 2050 pour réussir le défi de notre transition énergétique. C'est pas que du changement de comportement. Pour nous, on insiste beaucoup sur le fait que la sobriété, ça ne renvoie pas qu'à une forme de morale comportementale individuelle. C'est aussi une organisation différente de la société. Donc il y a plusieurs dimensions à la sobriété. Donc évidemment, il y a le côté individuel, on est à la lumière en sortant des pièces, etc. Ça c'est certain, mais il y a aussi la sobriété dans l'organisation de l'espace.
C'est-à-dire faire un urbanisme, un aménagement du territoire qui n'impose pas une mobilité forcée avec des déplacements obligatoires en voiture individuelle parce que les lieux de travail et les lieux d'habitat sont trop distants, il n'y a pas les équipements de transport collectif entre les deux, etc. Donc ça aussi, ça fait partie de la sobriété. C'est par exemple décider d'éteindre l'éclairage public de nuit pour les communes. Parce que voilà, ça c'est des économies qui sont assez faciles à réaliser avec un gain financier qui est à peu près immédiat, un service qui reste inchangé parce qu'on se rend compte que l'éclairage de nuit entre 1h et 5h du matin, finalement on peut très bien s'en passer et on vit parfaitement bien. Donc ça aussi c'est des choix de société qui reposent sur le questionnement des services énergétiques dont on a réellement besoin. Nous, on est des acteurs de terrain, donc on a aussi une forme de résilience, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions énergétiques, c'était il y a 30 ans. Donc, en sortant de mon école d'ingénieur, d'emblée, j'ai travaillé sur les énergies renouvelables, où à l'époque, c'était considéré comme une voie de garage. Donc on est habitué aux inerties du système, aux trucs qui n'avancent pas, aux questions sur le terrain. Nous, on a mis 10 ans pour sortir certains projets. Donc ça, on sait qu'il y a une inertie qui est extrêmement lourde. Mais le fait qu'on soit là depuis longtemps aussi, ça nous permet justement de mesurer l'évolution entre aujourd'hui et il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 30 ans. Voilà. Et ça, on le voit quand même dans les discours, dans les postures, dans le fait d'avoir une table ronde aujourd'hui avec Enedis qui discute avec ESPUL et le syndicat de l'électricité du Cantal. Ça, c'est des discours en tribune qu'on n'aurait pas entendus il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années, le réseau des TPOS n'existait pas. Il y a 10 ans, on était avant la loi sur la transition énergétique, on était même avant le Grenelle. Et il y a 10 ans, la question du changement climatique, si, ça préoccupait des gens, mais on était quand même encore assez minoritaire, quoi. Donc tout ça, ça a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, les climato-sceptiques en France, on ne les entend plus, pratiquement. Il en reste quelques-uns, forcément, parce que bon, il faut tout, mais ils sont devenus à peu près inaudibles. Pour nous, c'est quand même significatif de l'évolution de la société dans son ensemble. Parce que si on n'était pas optimiste, on ne serait pas des acteurs de terrain depuis 30 ans. On aurait changé de métier parce qu'on serait passé à autre chose. Qui résiste déjà nous-mêmes. C'est-à-dire que chacun, individuellement, on peut aussi avoir pas forcément envie de changer sa façon de travailler, de se déplacer, de se chauffer, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'est pas au courant, etc. Donc de toute façon, l'inertie face au changement, ça c'est inhérent à tout le monde, quoi. Après, il y a des obstacles sur un certain nombre de transformations qui sont liés au fait qu'on est dans ce qu'on appelle un système socio-technique. Et un système socio-technique a des verrouillages, et donc aujourd'hui, si on veut le faire bouger, il faut déverrouiller. Donc un système socio-technique, c'est quoi? C'est un système où tout a été construit petit à petit, et tout est imbriqué et tout est lié. D'accord? C'est un puzzle. Donc si vous voulez changer le puzzle, si vous avez une pièce de puzzle à changer, comment vous allez faire s'il est tellement imbriqué dans le reste? Voilà. Donc il faut que tout change en même temps. Mais il faut quand même que le puzzle garde sa cohérence d'ensemble. Donc on comprend qu'il ne suffit pas de changer une pièce, il faut que les pièces autour bougent aussi. Et donc jusqu'où il faut que ça bouge, et donc ça forcément, on comprend bien que ça ne peut pas se faire instantanément. Ça, pour que ça évolue, forcément ça va être... il ne va pas y avoir de grande révolution de l'énergie, quoi. Donc ça va bouger de façon incrémentale, c'est-à-dire progressivement. Donc c'est pour ça que comme c'est un mouvement d'ensemble, ça va être long à faire bouger, quoi. C'est un paquebot et il ne change pas de cap comme ça. C'est bien la grande question. C'est la grande question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui parlent de l'étape d'après, c'est-à-dire post-effondrement.
c'est-à-dire des gens qui n'y croient plus, quoi. C'est-à-dire qui pensent qu'on ne peut plus arriver à sauver notre mode de vie actuel avec des aménagements. Enfin, grosso modo, le niveau de service énergétique et le niveau de vie globalement, hein, est-ce qu'on peut le maintenir? Nous, on dit oui, hein, donc on se classe dans les transitionnistes, hein, ceux qui disent on peut passer d'un ancien état à un nouvel état où on retrouverait d'autres équilibres et on pourrait réduire l'empreinte écologique de l'humanité qui rendrait notre civilisation acceptable et durable. Voilà. Mais de plus en plus, on entend aussi la voix de ceux qui disent que de toute façon c'est trop tard pour des problèmes de vitesse, quoi, simplement. Je pense que c'est même pas scénarisable. Peut-être qu'on peut faire des romans d'anticipation, mais on ne peut pas faire des scénarios. Donc nous, on reste sur le cadre actuel en disant la société comme on la connaît aujourd'hui, elle peut évoluer vers la durabilité. Nous, on dit que c'est possible si on suit le rythme qu'on indique dans nos scénarios. C'est une approche systémique, progressive et réaliste et prudente. Hein, c'est le même mot, hein, réaliste et prudent. Voilà. Donc systémique, ça veut dire qu'on essaye de tenir toutes les pièces de puzzle à la fois. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision où on se concentre sur un aspect de la transition énergétique, sur que l'électricité, que la consommation, que la production. Mais au contraire, hein, on essaye de lier la production, la consommation et d'avoir l'ensemble, de visualiser l'ensemble du système énergétique. Ce qui n'est pas forcément le plus évident. Ensuite, le deuxième point, c'était le côté progressif, c'est-à-dire qu'on part d'un état A, on veut arriver à un état B, et entre les deux, il faut intégrer justement cette contrainte de temps. Et ça, c'est la principale contrainte, quoi, à notre avis. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement les solutions à l'état B qui posent question, parce que bon, on s'est contenté, nous, de généraliser ce qui existe aujourd'hui comme meilleure pratique et comme meilleure technique. Donc c'est pas tellement l'état des techniques, c'est à quelle vitesse on va généraliser ces pratiques et ces techniques. Et le troisième point, le côté réaliste et prudent, c'est-à-dire qu'on n'a pas mobilisé d'hypothèse de science-fiction, justement. Donc on reste sur un scénario qui est loin d'être complètement optimisé, parce qu'on pense qu'il va y avoir du progrès qui sera possible dans plein de domaines. Certains qu'on a intégrés dans le scénario parce qu'on voit bien, on a une bonne visibilité à court moyen terme sur la vitesse à laquelle ça pourrait se diffuser, et puis d'autres sur lesquels c'est beaucoup plus hypothétique. Donc là, les technologies qui n'ont pas encore fait la preuve de leur maturité, de la capacité de les développer à grande échelle sur le terrain, celles-là, on les a peu mobilisées dans le scénario. C'est pour ça qu'on a encore quand même des marges de progrès potentiellement. Donc c'est ça, power to gas, c'est faire du gaz avec de l'électricité. Et donc on peut faire deux types de gaz, on peut faire de l'hydrogène ou on peut faire du méthane. Donc l'hydrogène, ça se produit juste par électrolyse. L'électrolyse, hein, tout le monde a fait ça, on met les deux causes de la batterie dans la bassine et puis on fait de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre. Bon. Donc là on récupère de l'hydrogène. Donc cet hydrogène, on peut l'utiliser en tant que vecteur énergétique. Hein. Voilà. Donc ça c'est power to gas simple. Ensuite, il y a une variante, c'est cet hydrogène, donc on peut l'utiliser à condition qu'on ait des utilisateurs d'hydrogène. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et on ne peut pas l'injecter en grande quantité dans les tuyaux de gaz aujourd'hui, parce que ces tuyaux de gaz, ils ne sont pas faits pour supporter des concentrations importantes d'hydrogène, parce que ça peut fuir, c'est une molécule tellement petite que bon. Donc si on ne peut pas le mettre dans les réseaux et si on ne peut pas l'utiliser localement, nous l'idée c'est de prendre cet hydrogène et de le transformer en méthane. Donc pour ça il faut qu'on ait du gaz carbonique. Voilà, et donc on fait réagir gaz carbonique plus hydrogène, ça fait du gaz méthane. Et ça, le gaz méthane, on peut le mettre dans les tuyaux de gaz naturel, parce que c'est la même molécule que le gaz naturel. Et donc le power to gas, nous on le voit bien en combinaison justement à la méthanisation. Parce que dans la méthanisation, on a du méthane, mais on a aussi du gaz carbonique. Et donc là, ça serait une source de gaz carbonique. Donc il suffit d'avoir une production d'électricité, on fait de l'hydrogène. L'hydrogène, on le fait réagir avec le gaz carbonique, et donc on a du gaz méthane.
Donc avec nos méthaniseurs, on aurait à la fois du gaz méthane et donc, qui vient de la méthanisation par voie bactériologique, hein, et puis du gaz méthane qui viendrait de la synthèse du gaz carbonique, du biogaz et de l'hydrogène. Voilà. Deux rendez-vous ont été nécessaires pour notre biodébat. Les faucheurs volontaires du Lot nous ont proposé une brasserie figeacoise pour une ambiance amicale tout indiquée et nous les avons aussi suivis lors de la fête paysanne de Prud'Homas. Il sera question notamment de désobéissance, d'OGM évidemment, et de l'avenir du réseau. C'est un lanceur d'alerte. Boum. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a rien qui me convient là-dedans. Non, mais en plus, sauveur du monde, on n'a pas cette prétention. Là. Oh là là. Pour les procureurs, en général, ce sont des délits. Pour nous, c'est les multinationales qui commettent des délits. Donc, nous commettons des délits par état de nécessité. Vu que les gouvernants ne font pas leur boulot, qui ne respectent pas le principe de précaution, qui est tant dans la loi française que dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à genoux devant les lobbies, même si ceux-là distribuent des produits vraiment dangereux, et c'est vraiment avéré maintenant, les gouvernants ne font rien. Il faut bien que les citoyens s'en occupent. Donc on est contraint à devenir ce qu'ils appellent des délinquants. Voilà. Mais au même titre que Monsanto, qui par le tribunal de Monsanto a été reconnu quand même responsable d'écocides au niveau de la planète. Donc c'est un plus gros délinquant que nous encore. Eh bien, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est un citoyen d'abord, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Si c'est se reconnaître dans un État, dans un gouvernement ou autre, j'en ai strictement rien à faire. Donc je ne serai pas citoyen. Par contre, je peux me reconnaître dans citoyen comme appartenant à un groupe, à une espèce humaine qui est sur Terre. Donc à ce moment-là, je me définirais plus comme citoyen terrien, on va dire. Citoyen du monde, comme il se dit, ça on peut l'admettre. Ouais. Mais sinon, si c'est citoyen de l'État français avec ses lois, non. Donc après, si citoyen, ça renvoie à l'idée aussi en France de République. Donc de démocratie aussi, à ce moment-là, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la démocratie. Et pour nous, la démocratie, c'est justement que chaque citoyen, que chaque pierre de cet élément puisse exprimer son opinion de façon consciente, éclairée et libre, de revendiquer les citoyens du monde, donc défendre mes semblables, leur droit de vivre dans un environnement qui leur permet de vivre. Et ben, je prends la parole haut et fort et j'assume mes actes qui découlent de mes paroles. Y compris si on me dit non, ça c'est pas démocratique et c'est délictuel. Peu importe. Les empoisonneurs publics, par exemple. Ouais, on va dire ça comme ça, les empoisonneurs publics. On n'a pas d'ennemis attitrés, personnalisés au mouvement. On en veut à tout ce qui nuit au bien-être, à la biodiversité, au risque de destruction de l'humanité, de la faune, de la flore, voilà, tout ce que représentent les OGM et presque surtout, j'ai envie de dire, les pesticides. Aux menteurs. Aux menteurs, oui, et du coup aux gouvernants qui vont avec, puisque, comme on disait tout à l'heure, ils les soutiennent ou ils laissent faire. Alors que c'est largement avéré par tous les scientifiques autres que par ceux de chez Monsanto, pour ne citer que lui, tous les autres scientifiques sont d'accord que c'est extrêmement dangereux. On est devant le plus grand scandale sanitaire de tous les temps, là, incessamment sous peu, avec les pesticides. C'est une évidence. On parle de centaines de milliers de morts avec l'amiante, on parle déjà de dizaines de millions de morts avec les pesticides sur la planète. Et ce n'est qu'un début. Donc qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ces saloperies-là ? Tout ça pour de l'agro-business, de la mauvaise bouffe en plus, qui donne le cancer à tout le monde, à commencer par les paysans, mais évidemment à tout à chacun. En plus, ils s'approprient toutes les terres. Enfin, la liste est longue de tout ce que ça signifie de négatif, quoi. Ça peut mettre des années, ça met des années, mais actuellement on gagne des points et je pense qu'on finira par gagner. Je ne dis pas que c'est dans 2 mois ni dans 6 mois,
mais on gagne sérieusement des points. Le public est avec nous de toute manière, 80% des Français sont contre les OGM et les pesticides, donc ils savent un peu pourquoi, même ceux qui bouffent mal, qui font pas trop gaffe, qui n'ont pas le temps, qui soi-disant n'ont pas les moyens, mais bon, ça c'est une autre question, parce que c'est plutôt une affaire de choix quand on fait ses courses. En toute modestie, on n'est pas des résistants l'arme au poing, au contraire, puisqu'on est dans un mouvement non violent, mais on est quand même, on forme une sorte de résistance, effectivement, contre quelque chose que l'on considère comme réellement nocif, dangereux. Il faut bien que ça commence par un bout, mais on n'est pas tout seul. Les faucheurs, on est quelques milliers, mais chacun sa méthode de lutte contre ces choses-là. Je sais pas, on peut citer Greenpeace, Génération Future, le droit à l'environnement, enfin il y a plein d'associations. C'est pas nouveau. C'est un choix philosophique c'est un choix philosophique et personnel. Chacun sa méthode. Et puis c'est sa vie, qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est pas nouveau. Si on prend la Boétie, il posait déjà la question, c'est la servitude chez la Boétie, c'est clairement exprimé, quoi. Et c'est pas récent. Moi je me reconnais tout à fait là-dedans. Je me reconnais même dans Cervantes avec Don Quichotte, Nicolas avance. Mais c'est ça, mais tant que. Bon, c'est vrai qu'en face ils sont très forts. Et puis là on parle des pesticides, on parle des OGM ou autres choses comme ça, de l'agriculture. Mais de toute façon, quelque part, on va pas tomber dans une théorie du complot. Mais en gros, il y a des profiteurs qui profitent de toutes les situations pour se faire du fric, ça on le sait. Tant qu'il y aura un humain sur Terre qui dira non, moi, pas moi, je ne suis pas complice de ça, je refuse, à la limite on peut le massacrer, on aura avec des zombies, mais tant qu'il y en aura un, il y aura une chance qu'on résiste. Oui, entendu. Alors j'en ai des très fortes, mais pour ça c'est même sans être scientifique. Dernièrement j'entendais justement qu'avec l'histoire des Monsanto Vapor qui ressortent régulièrement, et donc il y a eu un avis rendu par je ne sais plus quelle instance qui disait finalement le glyphosate, non c'est pas dangereux, il y a des études qui montrent que c'est pas dangereux. Alors si on sort des études, on va avoir un paquet qui va dire non c'est pas dangereux, un paquet qui va dire oui c'est dangereux. Maintenant, si on regarde l'avis de la Commission européenne qui s'était penchée dessus pour dire non, finalement, c'est pas potentiellement cancérigène, on remarque que ces études-là, l'avis de ces études-là, c'est du copier-coller des propos tenus par Monsanto. Donc à partir de là, il est quand même légitime de se poser des questions quand même. À partir, je sais pas si quelqu'un construit quelque chose en disant moi ce que je fais c'est pas dangereux, d'ailleurs je peux vous apporter la preuve que c'est pas dangereux, etc., mais qui refuse absolument qu'en face ici c'est dangereux, moi j'ai montré que c'est dangereux, non pas du tout, moi j'ai montré que, et des experts que je paye, au passage, montrent aussi que c'est pas dangereux. Je vais trouver ça un peu louche quand même, quoi. Alors, limite, si c'est des experts indépendants, mais complètement indépendants, déjà, on s'aperçoit que quand des experts complètement indépendants, donc qui ne sont pas soumis à des pressions de grands groupes agro-business, rendent des avis, au mieux, c'est de dire « Ah on ne peut pas vraiment être certain parce qu'on n'a pas assez de recul et tout ». Donc c'est mitigé quand même. Et en dehors de ça, il y a quand même des études qui montrent que si, c'est cancérigène. Quasiment tous les scientifiques indépendants disent que c'est cancérigène. Si on regarde tous les protocoles, pas que cancérigène d'ailleurs. Et en gros, on joue l'apprenti sorcier aussi. Et ça, la plupart des gens, même chercheurs, sont d'accord pour le dire que c'est de l'apprenti sorcier qu'on joue. Donc on avance, on les aura.